et de haut niveau que je vous présenterai d'ailleurs dans quelques instants et auxquels vous pourrez poser des questions en appuyant sur l'onglet qui est en bas de votre écran, l'onglet QR, l'onglet questions et réponses. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons pour réfléchir à un problème épineux. Comment les institutions sportives peuvent-elles et doivent-elles réagir face à la Covid-19 ? Comment les confédérations, les fédérations, les clubs, les comités olympiques peuvent-ils surmonter la crise sanitaire ? Alors, nous avons le co-organisateur de cet événement, Valence Munyambagisha, qui est président du comité olympique sportif et rwandais, qui est avec nous. Et Valence, nous allons vous écouter avec un grand plaisir pour le mot d'accueil. Branchez le micro, Valence. Branchez le micro, voilà. Voilà, merci beaucoup, merci Sylvain. Merci tout le monde qui participe à ce webinaire. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier vous-même pour avoir accepté de nous aider à organiser cette série de webinaires pour réfléchir sur les conséquences de ce Covid-19 sur notre sport africain et le sport dans nos pays respectifs. Évidemment, en collaboration avec le Comité olympique national du Rwanda et notre ministère des Sports. Alors, Valence, excusez-moi de vous couper. Je vais vous demander soit à vous ou à l'un des participants de baisser le son en retour parce que sinon, cela donne un écho. Merci. Je vous en prie. Allez-y, Valence. OK, comme vous savez, cela va faire à peu près 3 mois qu'on n'a pas d'activité ou de compétition sportive. Comme on avait l'habitude d'en avoir à cause de cette pandémie du Covid-19. Cela a commencé évidemment avec le report qui nous a beaucoup surpris des Jeux olympiques de Tokyo. Je crois qu'en ce moment même, nous devrions être en mesure de suivre la Coupe de l'UEFA. En fait, c'est une première dans l'histoire du sport. Et il va sans dire que les conséquences, il y aura des conséquences sur les athlètes, il y aura aussi des conséquences sur les partenaires du sport. Et cette situation nous a montré aussi qu'il faut commencer à faire des réflexions sur le sport en général et sur notre sport en Afrique en particulier. Pourquoi ? Parce que le sport, après cette crise sanitaire, peut en souffrir. Vous savez qu'il y a beaucoup de priorités partout dans nos pays pour la reconstruction de nos économies. Et personne ne peut garantir que nos gouvernements respectifs vont mettre le sport parmi les secteurs prioritaires. C'est pour cela qu'il faut vraiment réfléchir sur l'avenir de notre sport. Il y a des événements sportifs qui étaient déjà des sources de revenus dans nos pays, comme par exemple ici au Rwanda, nous avons le Tour du Rwanda, nous avons ce que nous appelons Kigali International Peace Marathon. Il y a des compétitions sportives ici et là en Afrique, organisées par la CAF, des compétitions de tennis, et personne ne sait quand durera cette pandémie. Et même, on ne sait pas exactement quand on pourra se retrouver ensemble sur le stade. Nous devrons donc tous, membres du mouvement sportif, réfléchir et penser sur l'avenir de notre sport en Afrique. Et c'est l'objet de ce webinaire où nous avons déjà discuté sur l'impact du Covid sur les athlètes. Et maintenant, on devra réfléchir aussi sur les conséquences de nos organisations comme les comités olympiques, les clubs, les fédérations, tout ça pour que nous puissions prendre des mesures adéquates et pour pouvoir prendre des mesures appropriées. Et je vous remercie, je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à ce webinaire. Merci Sylvain. Un grand merci Valence pour ce mot d'introduction. Je vais vous parler de conférencier de premier plan en ouverture de votre conférence. Merci à vous tous de vos présences depuis Abidjan, Tunis, Ziguinchor au Sénégal et même de la France, Kigali également. J'espère que d'ici quelques instants, nous allons retrouver Marie-Agnès Mukazibera qui est vice-présidente de la Fédération rwandaise de cyclisme, le cyclisme qui d'ailleurs fait jeu égal avec le football en termes de popularité au Rwanda. Nous avons également Kadi Kanouté Tunkara, qui est ancienne internationale de basket malienne, aujourd'hui présidente du comité éducation à l'Agence mondiale antidopage et membre du comité carrière au comité olympique international. Seydou San, le président du club de football sénégalais Casa Sport en première division au Sénégal, et Tarak Chérif, qui est président
de la Confédération africaine de tennis. Et d'ailleurs, président, c'est avec vous que nous allons commencer, vous qui êtes président de la Confédération africaine de tennis. Comment vous avez géré cette crise, cette pandémie à l'échelle du continent ces dernières semaines? Parce que là, nous parlons d'un continent de 54 pays. Quel a été votre travail, président? Branchez le micro, s'il vous plaît, qu'on puisse vous entendre. Voilà. Voilà, président, vous allez brancher le micro. Appuyez sur… Voilà. C'est bon. C'est bon. J'ai coupé le micro pour qu'il n'y ait pas de distorsion. Merci Silver d'abord pour l'invitation. Très honoré d'être avec tous les conférenciers de haut rang que vous avez bien voulu inviter. Alors, cette situation, moi je pense qu'on l'a gérée comme un peu tous les autres sports en faisant attention. Faisant attention aux jeunes et moins jeunes, en restant à la maison, en prenant toutes les mesures de distanciation, en mettant des bavettes, bien sûr, chez nous. Mais au niveau du sport, ça s'est arrêté. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires. Le tennis, comme tous les autres sports, on ne veut pas prendre de risques. Donc, au niveau des fédérations nationales, chaque fédération nationale a suivi un peu les décisions qui étaient prises par les comités scientifiques chez eux et au niveau des différents gouvernements. Et au niveau de la Confédération, nous, on était en contact avec tout le monde. On faisait des conférences avec notre bureau exécutif de la Confédération par téléconférence, bien sûr. On suivait la situation. Je pense aujourd'hui qu'on est en bout de chaîne, si vous voulez. Certains pays qui ont ouvert, certains pays où les fédérations ont redémarré. Et c'est un peu la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, évidemment, la reprise ne peut pas se faire uniquement avec les fédérations. C'est au niveau des clubs qu'il va falloir que le travail redémarre convenablement. Au niveau des ministères et des comités nationaux olympiques. Je pense qu'ensemble, en mettant les plans avec une vision et les plans nécessaires de redémarrage, on peut rattraper le temps. Alors, jusqu'au 31 juillet, la Fédération internationale a arrêté les compétitions. Bien entendu, nous sommes en coordination parfaite et constante avec la Fédération internationale du tennis. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, on avait la réunion avec Monsieur le Président de la Fédération internationale, les 6 présidents de confédération. Donc, on essaie de coopérer et de voir un peu quelles sont les décisions et quelles sont un peu les prochaines étapes au niveau de toutes les régions. Mais je pense qu'à partir du mois de juillet, les choses vont se débloquer avec la volonté de rattraper le temps perdu, pour ainsi dire, et en essayant de mettre à contribution, comme je vous l'ai dit, les différents ministères et les différents comités olympiques. Merci, Président. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous regardent que vous avez la possibilité de poser vos questions, soit avec l'onglet QR, questions-réponses, qui se trouve là en bas de votre application, ou également par l'onglet Converser. N'hésitez pas à poser vos questions. Et justement, Président, on a une question, elle est pour vous, Président Cherif. Elle nous vient de Sani Malam Kadri, qui est chef de communication et relations publiques à l'organisation des grands événements au Niger. Il nous demande comment rattraper le retard sur l'agenda et les calendriers des rencontres sportives, surtout avec les exigences climatiques et environnementales, notamment les saisons de pluie et les saisons sèches. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Moi, je suis incapable aujourd'hui de dire au mois d'août ou au mois de septembre qu'est-ce qui va se passer. Mais notre volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum de tournois. Parce que le tennis, comme tous les autres sports, si on n'est pas dans la compétition, on ne peut pas avancer et on ne peut pas faire la compétition après dans les événements internationaux ou dans les événements qui vont suivre. Je tiens à rappeler quand même, tout le monde le sait, mais c'est important. L'année prochaine, donc, il y a les Jeux olympiques qui étaient prévus cette année. Et l'année d'après, nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiennent à Dakar. Donc, il faut absolument… Mais oui, je tiens à le rappeler. Donc, nos joueurs
nos joueuses et nos joueurs, on doit faire en sorte pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'annulations au niveau des compétitions, compétition nationale, compétition régionale, compétition internationale. Il va se poser des questions au niveau sanitaire, bien sûr, mais il va se poser des questions au niveau financier. Il y a des fédérations qui vont dire on a un impact financier, on ne peut pas payer peut-être les déplacements de nos joueuses ou de nos joueurs. On va essayer, nonobstant cette situation qui est difficile, avec la Fédération internationale de tennis, de faire en sorte pour qu'il y ait le minimum d'annulation au niveau des tournois, pour qu'il y ait le minimum d'annulation au niveau des cycles de formation que nous faisons. Je tiens à le rappeler avec la Fédération internationale. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit gérer malgré que nous avons des budgets qui sont en baisse et qui sont vraiment en baisse par rapport aux années précédentes. Mais notre détermination avec tous les présidents de fédérations nationales et avec le président de la fédération internationale, c'est de maintenir le rythme et d'essayer de faire en sorte qu'on trouve les moyens pour qu'il y ait le minimum d'annulation et pour qu'il y ait des événements, soit des événements nationaux, soit des événements régionaux, où on peut donner la possibilité aux jeunes et moins jeunes de jouer et de faire des compétitions. Merci, Président. Je suis très heureux parce que nous avons retrouvé Marie-Agnès Mukasibera qui est arrivée, qui en fait voyage à Abidjan et elle est en direct de Babi. Vous nous entendez, Marie-Agnès? Tout va bien? Marie-Agnès, vous nous entendez? Tout va bien? Elle nous entend. On va faire en sorte que son son soit branché. Vous nous entendez, Marie-Agnès? Bon, pendant que Marie-Agnès est en train de brancher le son, on va se retourner du côté du Sénégal et notamment de Ziguinchor pour retrouver le président du Casa Sport, le club de première division du championnat de football sénégalais. Sedoussane, vous êtes dans une situation inédite parce que les championnats professionnels de football ont été stoppés à la mi-mars. Vous avez comme repère, vous avez d'abord dit une reprise du championnat en septembre. Tout à l'heure, en conversant avec vous, vous m'avez dit novembre, avec un championnat qui va s'organiser avec des play-offs et des play-downs pour tenter de sauver la saison. Et cette crise, pour vous, elle est révélatrice du financement du sport en Afrique, Président. Voilà. Merci Sylvain. Je voudrais aussi à mon tour remercier tous les conférenciers et me réjouir de cette belle initiative qui consiste à regrouper les talents africains pour débattre de ce problème de sport, de ce sujet portant sur le sport. Le sport, vous le savez, c'est le sport qui rassemble les gens. C'est grâce au sport que nous nous retrouvions, que tous les continents se retrouvent pour partager l'avenir et partager même les problèmes au niveau de l'humanité. Donc, si vous faites ça comme ça, je pense que c'est une autre manière de montrer que nous devrons être ensemble, avoir une pensée diversifiée, mais avoir un horizon unique. Et c'est dans ce sens que je comprends. Ah, nous avons été coupés, Président. Vous êtes là? L'image est figée. On ne vous entend plus, Président. Bon, on va tenter de se rebrancher avec vous, Président. Et nous allons, écoutez, maintenant aller du côté de Abidjan, où séjourne Marie-Agnès Mukasibera. Vous êtes vice-présidente de la Fédération rwandaise de cyclisme. La Fédération rwandaise de cyclisme qui a devant elle une perspective assez réjouissante, puisqu'elle pourrait peut-être accueillir le premier championnat du monde de cyclisme en Afrique en 2025. Mais avant tout, un mot sur votre fédération et votre fédération qui gère un sport qui est tout aussi populaire que le football. Comment se porte votre fédération dans le tourbillon de la crise? Merci beaucoup. Je m'excuse du petit retard. Pour la question que vous venez de poser, merci aussi pour l'organisation. Oui. Notre fédération rwandaise de cyclisme se porte très, très bien. Comme vous l'avez vu la fois passée, en février, nous avons organisé le Tour du Rwanda. Et vraiment, l'organisation était très bonne sur le plan technique. Et puis, nous avons été gâtés par la nature à cause de notre relief, le pays des 1000 collines. Sur le plan géographique, et même la représentante de
de l'Union internationale de cyclisme qui était là, était vraiment satisfaite par le relief de notre pays. Puis bon, bien sûr, il y a la volonté politique qui y est, parce que si la volonté politique n'y est pas, ça ne peut pas marcher. Et puis encore, il y a un autre atout que nous avons, c'est la population rwandaise qui aime beaucoup. Donc, nous avons beaucoup de public qui nous soutient et tout le monde vraiment est satisfait. Bon, je ne peux pas oublier, bien sûr, le côté, les soutiens du gouvernement sur le plan budgétaire, au niveau des différents sponsors qui viennent. Bon, ce n'est pas aussi ça, mais quand même, qui commencent à mettre leurs mains. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Et il reste maintenant l'accueil en 2025, comme vous le dites, pour pouvoir vraiment recevoir la compétition. Bien sûr, il y a des petites choses qu'il faut toujours améliorer. Bon, des petites choses sur le plan, par exemple, technique, sur le plan au niveau de la participation mondiale, et surtout pour acquérir beaucoup plus d'expérience. Sinon, nous sommes vraiment, nous sommes très bien. Nous sommes très bien sur le plan organisationnel. Alors, une question importante en ce qui concerne les courses cyclistes qui reçoivent énormément de public au départ et à l'arrivée. Comment allez-vous gérer le flux de population, aussi bien à départ à l'arrivée, avec maintenant les normes de distanciation physique qui vous sont imposées et qui nous sont imposées? Comment nous allons gérer? Pour pouvoir les gérer, c'est l'implication dans un premier temps, c'est l'implication de tous les participants. Ici, quand je parle des participants, c'est cette volonté politique. Et surtout, bon, je dois vous signaler non seulement l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est un soutien de taille. Et nous allons gérer sur le plan, non seulement sur le plan politique, ce soutien, nous allons gérer sur le plan personnel, et sur le plan technique. Sur le plan technique, bien sûr, nous avons besoin d'un grand soutien sur le plan matériel pour pouvoir satisfaire des besoins des uns et des autres. Et dans ce sens, et sur le plan gestion, vraiment, bien sûr, et sur le plan mondial, nous avons besoin de tout le monde, de l'apport de tout le monde, de la participation de tout le monde pour qu'on puisse réussir cet événement. Bien sûr, il y a là que nous devons faire pour pouvoir faire passer effectivement notre candidature, parce que nous sommes en concurrence avec un autre pays que je ne vais pas citer ici, et nous pensons que tout va très bien aller. On va vous retrouver d'ici quelques instants. Valence, peut-être une question? Non, tout à l'heure, une question. On va vous retrouver d'ici quelques instants. Marie-Agnès, maintenant, nous allons nous tourner du côté de Kadi, Kanouté Tunkara, avant de passer aussi aux questions que je vois et qui arrivent. Kadi, vous avez participé aux Jeux Olympiques de 2008 à la tête de l'équipe de basket du Mali. Vous êtes membre du comité directeur du programme Carrière Plus du Comité international olympique. Vous avez animé des ateliers dans plus de 50 pays et vous avez été nommée présidente du comité de l'éducation de l'Agence mondiale antidopage. Vous êtes au cœur de très nombreuses institutions. Quel est votre point de vue sur le fonctionnement des institutions auxquelles vous appartenez, justement, pendant la crise de la Covid-19 ? Bonjour Silver, je vous remercie et je salue tous les panélistes et je remercie l'ambassadeur Valens pour cette initiative. Le Rwanda est déjà à la pointe de pas mal de choses, mais vraiment, je vous félicite puisque l'une des premières sessions que j'ai animées déjà dans le cadre du séminaire Carrière Plus était lors de la CISA à Kigali. Donc, ce que je vois, c'est que la situation, la pandémie du Covid-19 a mis les nerfs à vif de toutes les institutions sportives. Au-delà de l'arrêt du sport, ça a mis en lumière toutes les carences que nous avions en matière de priorisation des choses. On se rend compte que quand il n'y a plus malheureusement, en termes d'éducation, quand il n'y a plus de contact, de possibilité de faire des séminaires, on doit s'adapter à la situation. Et j'ai vu que l'une des questions qui arrivait était à la numérisation, et c'est ce qui a été fait. Donc, autant du côté du CIO, la priorité pour tout ce que nous faisions à Carrière Plus, c'était de faire des séminaires sur place dans les comités nationaux avec les athlètes. Et pour l'AMA aussi, c'était aussi beaucoup
sensibilisation sur le terrain et lors d'événements. Quand il n'y a plus ça, les institutions ont dû s'adapter et je dois avouer qu'on a su réagir assez rapidement à ça. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est de transformer les programmes qu'on a, qui auraient été des programmes qu'on ne peut faire que physiquement en face à face, sur des programmes en ligne. Le problème que cela emmène quand on parle de notre continent et que je soulève régulièrement, c'est le problème de data que nous avons. Bien entendu, vous et nous, on est connectés aujourd'hui. Sylvain, avant de vous avoir, j'étais sur mon téléphone, après sur mon ordinateur. On sait que quand on se connecte depuis l'Afrique, ça peut être un souci. Et spécialement pour nous, le public que nous visons, qui sont les athlètes, les administrateurs, etc., ça peut être coûteux, ça peut être… On n'a pas aussi le système et les infrastructures les plus fiables. Donc, le défi pour nous, quand on parle de cette pandémie, c'est de s'adapter à ça. Et je suis ravie d'une des questions que j'ai vues. C'est vraiment le défi aujourd'hui. Comment s'assurer que nos athlètes vont avoir accès à tout ce qui est en ligne, à tout ce qui peut les aider, et aussi les administrateurs, pour qu'on puisse s'éduquer, profiter de cette période pour s'éduquer et avancer autrement, s'adapter à la situation, parce que l'éducation, on se rend compte qu'au final, c'est ce qui va permettre d'aller de l'avant avec cette situation. Parce que créer des compétences de vie au-delà du sport et à côté du sport, on sait c'est ce qui, à long terme, va améliorer les performances de nos athlètes. Que ce soit s'imprégner de l'antidopage pour savoir se protéger pendant des moments de vulnérabilité, parce qu'on se rend compte que la plupart des athlètes ne se dopent pas quand on parle d'antidopage. Ça, c'est les faits. La majorité des athlètes ne se dopent pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais la majorité des athlètes sont vulnérables à des temps donnés. Ça peut être des temps comme cela, des temps où ils n'ont pas accès au terrain parce que tout est fermé, des temps où les compétitions sont fermées. Donc, utiliser ces moments-là pour essayer de les éduquer, de les sensibiliser sur ces moments de vulnérabilité, c'est vraiment des moments clés pour ça. Et pour ce qui est de l'après-carrière aussi. L'après-carrière, ça peut se préparer en justement se créant des compétences de vie au dehors du sport qui feront que nos athlètes seront moins dépendants quand ils ne peuvent faire rien d'autre que du sport. Ça peut les aider à s'adapter à ces moments-là où ils ne peuvent pas vivre de leur sport forcément, quand c'est des élites, où ils ne peuvent pas avoir accès au sport. On a vu aussi au niveau du CIO que l'un des problèmes majeurs que les athlètes peuvent avoir, c'est les problèmes de santé mentale. Et ça peut être créé par des chocs comme celui-là, où ils n'ont plus accès au sport qu'ils faisaient, à l'activité physique qu'ils font. On voit que pour des gens normaux, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, pour les athlètes, c'est encore plus accentué, en sachant que certains ont des impératifs, comme ça a été soulevé, d'aller peut-être aux Jeux olympiques pour certains, d'aller aux Jeux de la jeunesse pour d'autres. On est dans une période d'incertitude où ils peuvent être sensibles à des problèmes mentaux, donc qui peuvent être réglés à travers l'éducation. Et à travers ça, le CIO a mis en place énormément de programmes qui sont accessibles donc sur Athlète 365, mais qui sont encore une fois en ligne. Donc moi, vraiment le message, c'est pour nos comités, nos fédérations, de trouver les moyens de donner accès à nos athlètes pour qu'ils puissent se connecter, qu'ils puissent avoir assez de data pour pouvoir accéder à ces programmes-là. C'est un problème crucial que vous avez soulevé et sur lequel vous vous appuyez. Une question au président Cherif, justement en lien avec ce que vient de nous dire Kadi Kanouté Tounkara. En ce qui concerne l'accessibilité sur le plan africain, vous présidez une confédération importante, la Confédération africaine de tennis. Vous avez 54 pays. Et là, je rejoins aussi la question de Aminata Fofana, qui est la secrétaire générale du Comité national olympique et sportif de Côte d'Ivoire, qui demande comment la Confédération de tennis pense-t-elle accompagner les fédérations nationales les moins nantis qui devront prendre part aux futures compétitions internationales. Ça veut dire par là que vous devez être aussi en lien avec certaines fédérations nationales et les moins nantis n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir travailler et on a pu le constater durant cette période du Covid avec qui elles étaient en difficulté. Et il y a eu des problèmes aussi d'échange d'informations, peut-être pendant cette période de Covid-19. Président ? Écoutez, pour le moment, très honnêtement, on n'a pas été sollicité par une fédération qui a un problème de fonctionnement, on va dire, journalier, mais en ce qui concerne tout ce qui est événement, c'est-à-dire compétition ou formation qu'on doit avoir d'ici la fin de l'année, nonobstant
la réduction de budget que nous avons comme le budget de la Fédération internationale, je tiens à le préciser, on fera en sorte pour qu'il n'y ait pas de pays qui soient absents ou qui soient handicapés par une non-présence. On fera tout pour qu'il y ait la présence des pays dans les régions quand on a des événements régionaux ou des événements continentaux, comme on l'a toujours fait du reste. Je crois qu'on a bien évolué ces dernières années. Quand on a des événements continentaux, on essaie de faire en sorte pour qu'il y ait une prise en charge, je le répète, avec la Fédération internationale. Et je ne pense pas que les fédérations qui sont en règle avec la Fédération internationale et la Confédération africaine ont des problématiques pour faire des déplacements ou pour envoyer leurs joueurs. Non, on fait en sorte pour qu'il y ait des conditions favorables, enfin des conditions les moins chères, on va dire, ou les moins compliquées pour les différentes fédérations. À part cela, nous avons évidemment des accords avec certaines fédérations européennes qui nous permettent également d'avoir des facilités. Je peux citer la Fédération française de tennis, la Fédération suisse de tennis, avec qui nous avons des relations qui nous permettent de faciliter certaines choses, soit au niveau des formations, soit au niveau des balles, soit au niveau de l'envoi de techniciens pour tel ou tel événement. Donc, je pense qu'il y a une complémentarité ou une solidarité, on va dire, entre les différentes fédérations africaines et les fédérations européennes. C'est notamment au moment de Roland-Garros qu'on peut juger de la solidarité entre la Confédération africaine. C'est le meilleur exemple qu'on peut avoir quand on voit la présence des responsables africains et des joueurs africains au niveau de Roland-Garros. On ne peut que se féliciter. Nous avons un accord entre la Confédération africaine de tennis et la Fédération française de tennis, que je tiens à remercier bien sûr, et qui fait que nous avons toutes les facilités, nous avons tout le support possible. Et puis, je tiens à rappeler que la Fédération française de tennis est à l'origine de la création de l'organisation de la francophonie qui, quand même, donne un peu plus de tonus et de courage et de possibilités et de perspectives pour les pays francophones de l'Afrique. Et je pense que c'est quand même un événement, c'est quand même une vision et des possibilités supplémentaires avec lesquelles certains pays africains peuvent quand même évoluer. En plus du label Roland-Garros qui va être octroyé pour certains pays qui vont faire en sorte pour avoir certains clubs labellisés Roland-Garros. C'est une bonne chose. Toutes ces batteries, toutes ces décisions, toute cette collaboration, moi je pense, va nous permettre de dépasser ces événements ou cette situation un peu difficile, mais bon, avec laquelle il faut vivre malheureusement pour le moment. Alors nous attendons toujours le retour du président Sédou Sané à qui j'ai donné un autre lien pour qu'il puisse se reconnecter, lui qui est à Ziguinchor au Sénégal. Marie-Agnès Moukazibera, vous qui êtes la vice-présidente de la Fédération rwandaise de cyclisme, à propos du fonctionnement de votre fédération sur le plan international, notamment peut-être avec les autres fédérations africaines, avez-vous pu travailler, en tout cas être en relation pour avoir des solutions, pour pouvoir avoir des informations pendant cette période qui était assez difficile de la Covid-19 et aussi peut-être pour envisager de vous projeter sur l'avenir et la manière dont vous pouvez évoluer et sortir des difficultés dans lesquelles vous êtes en ce moment? Oui, tout à fait. On peut pas, vous savez, dans ce moment actuel, on ne peut pas travailler seul. Nous avons une grande collaboration avec les différentes fédérations de cyclisme, entre autres la fédération, la fédération française, il y a la fédération du Gabon, la fédération du Cameroun. Donc, à différents niveaux, nous participons à différentes compétitions qui sont organisées dans leur pays. Et cette façon de collaborer nous aide non seulement sur le plan champ d'expérience, mais encore sur le plan technique. Tout à l'heure, vous me demandiez au niveau des atouts peut-être que nous pouvons avoir. Il y a cette technicité que nous échangeons ici et là. Et
Et cela nous permet effectivement de continuer dans cette projection de notre vision que nous avons pour la préparation du mondial en 2025. Nous avons beaucoup de moyens, beaucoup de projections, beaucoup de plans, beaucoup d'activités. Et nous avons aussi besoin de beaucoup de perfectionnement pour pouvoir participer à toutes ces compétitions. Ici, par exemple, nous avons des joueurs qui sont en Italie, qui s'entraînent là-bas. Donc, à différents niveaux, il y a cette coopération, mais encore à cette jonction au niveau technique, au niveau matériel, et au niveau d'échange et d'expérience et tout ça. Et ça nous permet vraiment d'avancer. Et autre chose que je pouvais peut-être vous dire au niveau de la première question que vous m'aviez posée, et si nous avons les différentes le relief du Rwanda. Ici, je peux parler par exemple du pays comme l'Érythrée. L'Érythrée qui a participé à nos compétitions dernièrement du Rwanda. Et là, ce genre d'expérience nous permettent s'ils viennent chez nous, pouvoir aller chez eux, nous pouvons, non seulement au niveau des joueurs, mais encore au niveau des joueurs, mais encore au niveau des techniciens du sport, spécialement dans le cadre de notre fédération. Et pour parler au niveau du COVID-19, nous mettons en place différents moyens comme par exemple cette sensibilisation, ces échanges d'expériences. Ce sont les moyens qui sont vraiment sur le plan mondial qu'on est en train de changer. On voit que tout va très bien. La preuve, c'est qu'au Rwanda, nous n'avons pas beaucoup, par rapport aux autres pays, à cause des moyens qu'on met en place. Vous avez parlé des cyclistes. Ah oui, Valence, vous avez une question à poser. C'est ça, je vous en prie, branchez votre micro, Valence. Je vous ai vu. Allez-y. Merci beaucoup, Sylvain. Ce n'est pas une question à proprement parler, mais c'est juste pour ajouter quelque chose sur ce que Mme Agnès vient de dire à propos du cyclisme au Rwanda. C'est que d'abord, vous savez que dans notre pays, nous sommes dans un confinement partiel. Il y a certaines activités sportives qui viennent de commencer. Parmi elles, il y a le cyclisme. Maintenant, les cyclistes peuvent faire leurs entraînements. Et je rappelle que le cyclisme, c'est une des disciplines que nous allons pouvoir engager dans les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Autre chose, c'est en rapport avec le championnat du monde, là, dont vous parlez tout à l'heure de 2025. La façon dont nous nous préparons, c'est que dans notre pays, nous avons un avantage d'avoir... nous sommes parmi les rares pays en Afrique qui ont un très bon réseau routier, en très bon état. Et dans tout le pays, parce que c'est un pays qui compte énormément sur le tourisme aussi, nous avons beaucoup d'hôtels à travers tout le pays. Je crois que vous-même, vous avez eu l'occasion de visiter le Rwanda dans toutes les provinces. Vous savez que nous avons un grand avantage pour pouvoir organiser ces jeux, ce grand événement de cyclisme au Rwanda. Et pour la question qui avait été posée par Mme Fofana, c'est une question qu'elle est posée au président Tarak. C'était de savoir comment accompagner les fédérations nationales. C'était à propos du tennis, mais ça s'applique également à toutes les autres fédérations. Nous savons tous que dans tous les pays, pratiquement, il y a des disciplines qui sont, entre guillemets, prioritaires, mais quelquefois, il y a des fédérations qui ont peu de moyens, mais qui présentent plutôt des avantages ou des talents pour avoir des médailles au niveau international. Au sein de notre comité olympique du Rwanda, nous avons déjà entamé des réflexions que nous avons déjà soumises à notre ministère des Sports, qui va certainement nous soutenir pour pouvoir aider les fédérations qu'on peut appeler petites, mais en commençant par le sport de moins de 18 ans, parce que notre ministère des Sports est en train de mettre beaucoup d'efforts sur le sport scolaire. Et comme ça, nous voulons aider les fédérations qui n'ont pas beaucoup de moyens, surtout pour préparer ces jeunes-là aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar de 2022. Et comme ça, parce que nous pensons que c'est le seul moyen de pouvoir repenser vraiment à notre sport en Afrique. Il faut aller un peu plus bas chez les petits, chez les jeunes. Ici, je rappelle, l'année passée, quand on a
quand notre président de la République a officiellement inauguré l'Arena de Kigali. C'était à l'occasion de Youth Connect. Il a une fois dit qu'en Afrique, nous avons les talents, comme partout ailleurs. Mais ce que nous n'avons pas, ce sont les moyens que nous mettons dans ces talents. Donc, si nous voulons vraiment repenser à notre sport en Afrique, il faut mettre des moyens dans nos jeunes talents. C'est comme ça que nous pourrons avoir des médailles au niveau des Jeux olympiques, au niveau des grands championnats du monde, parce que jusqu'à présent, dans toutes les grandes compétitions internationales, l'Afrique vient pratiquement un peu loin derrière. Voilà, c'était l'intervention que je voulais faire après l'intervention de Mme Agnès et de la question de Mme Fofana. Je vous remercie. Merci Valence. Je vois les questions qui arrivent. Je vous les poserai d'ici quelques instants. Je vais me retourner du côté de Kadi Kanouté Tounkara. Vous êtes membre de la commission carrière, donc de la carrière et la reconversion des sportifs au Comité olympique international. Quelle a été votre réflexion pendant cette période de la Covid-19 justement sur les problématiques de reconversion des sportifs qui ont subi un arrêt dans leur progression, pour ceux qui étaient en activité et qui pensaient déjà à l'après-carrière, ou pour ceux qui venaient juste d'arrêter et qui voulaient justement se lancer dans leur après-carrière. Avec la crise sociale que tous les pays vont connaître, quelle est votre réflexion, quel est votre travail à ce sujet? Je vous remercie. Et ça, c'est vraiment une question très pertinente. On se rend compte de deux choses. De un athlète qui est éduqué et sensibilisé à ce qu'il va faire après sa carrière, pendant qu'il compétit, pas quand il a terminé, a beaucoup plus de chances d'avoir des médailles parce qu'il sait où il va, il comprend c'est quoi sa carrière et c'est pour ça qu'on fait ce programme-là. Ce que cette situation a emmené, mais la plupart du temps, et je peux m'inclure dans le lot, les athlètes ne sont pas préparés. C'est exactement pour ça qu'on fait ce programme, qui sensibilise dès très jeunes. On veut commencer à leur parler d'une notion de double carrière, d'avoir sa carrière sportive d'un côté et puis d'avoir un plan à côté pour autre chose, pour des cas comme celui-ci. En cas de blessure, en cas d'imprévu, en cas où une carrière doit s'arrêter soudainement, pour que l'athlète ne soit pas dans un choc psychologique au niveau mental à se dire mais qu'est-ce qui va advenir de moi aujourd'hui. En d'autres cas, il ne faut absolument pas qu'un athlète il ait tous ses œufs dans un même panier en se disant que c'est qu'à travers mon sport que je vais pouvoir vivre, puisqu'on doit leur dire très honnêtement, une carrière sportive, ça peut être très très court. Là, on parle de, quand on leur demande à quel âge vous comptez arrêter votre carrière, il y en a qui disent 30, 40 et on est obligé de leur dire non, mais ça peut être demain. Ça peut très bien être demain. Ça peut être demain sur une blessure et puis c'est terminé. Donc, ce que cette situation met en lumière, c'est juste la précarité de la situation d'un athlète et à quel point c'est important de s'éduquer, de se préparer et de planifier sa reconversion. Et donc, ce qui nous a vraiment nous posé problème, donc au mois de mars, quand on nous a annoncé que les frontières étaient fermées, on avait un séminaire qui était prévu au Kenya qui a été annulé subitement. Ce qu'on fait aussi avec ce programme-là, c'est qu'on veut vraiment trouver des présentateurs locaux à notre programme. Donc, on comptait mettre en place ce qu'on appelle un train de traîneur pour avoir de nouveaux présentateurs au niveau, avoir une personne en fait dédiée à la carrière au sein de chaque CNO qui puisse suivre les athlètes, qui puisse les accompagner justement par rapport à l'après-carrière, par rapport à tous les thèmes qui peuvent incomber à leur santé mentale, etc. Donc, on avait ça en place et puis on a dû s'adapter. Donc, le programme est un peu à l'arrêt puisqu'on nous aussi, on a dû réagir et mettre de nouveaux moyens pour pouvoir le présenter autrement et notamment en ligne. Donc, en ce sens-là, c'était ce qu'on dit un wake-up call pour tout le monde. Et puis, donc, deuxième problématique, là, on se rend compte que, d'accord, on peut peut-être le faire autrement. On ne sait pas comment la situation va évoluer en Afrique au niveau du Covid, puisque là, on rentre dans la pandémie chez nous en Afrique, alors qu'ici, on est en train de déconfiner. Donc, en se basant sur tout ça, on se dit qu'on doit réagir vite et ça va être avec l'aide des fédérations, ça va être avec l'aide des CNO qui voudront bien ouvrir leurs portes parce qu'on se rend compte que les athlètes, ils ne pourront pas forcément tous se connecter pendant 1h30, 2 heures sur leur téléphone. Il faudra peut-être qu'on trouve les meilleures infrastructures adéquates pour eux pour qu'ils puissent bénéficier de cette éducation-là, qu'ils puissent avoir d'autres options
qui puissent réfléchir sur leur sport, comment s'améliorer dans leur sport, comment s'entraîner différemment, comment s'entraîner, s'adapter à un autre type d'entraînement pendant qu'ils sont tout seuls pour ceux qui font du sport collectif, ou apprendre à se préparer autrement aussi mentalement pour tous les autres athlètes. Mais vraiment, on a besoin d'une collaboration. L'éducation, c'est une collaboration de tout le monde, de toutes les entités. Le CIO, de son côté, vraiment met le paquet pour que les programmes soient disponibles pour tout le monde. Et à nous, de notre côté, de s'assurer qu'il arrive bien aux athlètes, aux entraîneurs, à tout l'entourage de l'athlète et que tout le monde puisse en bénéficier et puis sortir de cette situation de précarité. Un grand merci à vous, Kadi. Alors, malheureusement, le président Seydou Sall ne pourra pas nous rejoindre. On va essayer de le glisser dans l'un des 2 prochains webinaires que nous allons animer avec Valence. Le prochain, je vous donne déjà rendez-vous, ce sera donc lundi entre 15h et 16h heure de Paris, 13h et 14h heure GMT, avec notamment Linda Marapotana Sangare, qui est la conseillère du ministre de la Culture et Sport d'Afrique du Sud, avec Lilian Thuram, le champion du monde de football, auteur et conférencier, Aïcha Jasmine Pal, qui est nutritionniste à Dakar, et Aminata Fofana, justement, qui a posé une question, la secrétaire générale du Comité national olympique et sportif de Côte d'Ivoire, qui sera avec nous. Ils seront tous avec nous pour répondre à une question: est-ce que le sport loisir est-il en danger avec la Covid-2019? Et le vendredi 19 juin, nous serons avec notamment Amadou Galofal, qui répondra avec d'autres invités sur la problématique des détenteurs de droits, des partenaires et des sponsors avec la problématique de la Covid-19. Je vais maintenant me retourner du côté des questions qui vous sont adressées à tous, notamment celle de Alexis Garaba, qui demande: est-ce qu'en Afrique, où nous ne sommes pas encore arrivés au pic de la pandémie, certains pays africains ont-ils pris les mesures de protection pour penser aux problèmes qui pourraient persister jusqu'à la fin de l'année? Je vais commencer par le président Chérif. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez déjà sur la problématique de la pandémie, de l'épidémie qui peut durer toute l'année 2020? Et on est dans un terrain inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer dans les différents pays, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'au niveau de la Fédération internationale comme la Confédération africaine de tennis, on prend toutes les mesures sanitaires. On ne fera jamais prendre un danger à des athlètes. On va suivre scrupuleusement les décisions qui sont prises, encore une fois, par les gouvernements des différents pays africains et par les comités scientifiques. Pas question pour nous de déroger ou de prendre des risques. Ce n'est pas le but de la manœuvre, aussi bien au niveau des différentes fédérations nationales qu'au niveau des 2 centres d'entraînement que nous avons, un au Kenya et l'autre au Maroc. Chaque centre est soumis à la réglementation et aux décisions des pouvoirs publics dans les pays. Pas question de prendre une décision qui peut mettre en danger les différents athlètes. Du reste, même pour les réunions que nous avons dépendront de l'évolution de la Covid-19 d'ici le mois d'août, septembre. S'il y a encore persistance ou s'il y a un risque, il n'y aura pas de réunion physique, il y aura uniquement des réunions comme celles que nous avons aujourd'hui. Et du côté du cyclisme, de la Fédération rwandaise de cyclisme, comment vous projetez-vous sur l'avenir? Imaginez-vous par exemple une saison blanche, complète, sans compétition durant l'année 2020, et comment vous pensez déjà à l'après, c'est-à-dire l'année 2021? Il va falloir reconstruire, Marie-Agnès. Oui, merci beaucoup. Déjà, à notre niveau, les compétitions reprennent en septembre, le sport de façon générale en septembre 2020. Et notre jeu, le cyclisme, déjà, c'est un sport individuel. La plupart des cas, on le fait individuellement. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà gâtés par la réglementation du jeu en tant que tel. Parce que si, au niveau de nos joueurs, ils sont déjà, on doit, que ce soit en salle, quelqu'un d'esprit déjà compétitif qui est là. Et puis, la sensibilisation, comme M. Tarif vient de le dire, il faut que
s'il y a des réunions qu'il faut faire à gauche à droite, il faut aussi une formation, non seulement au niveau des joueurs, mais encore au niveau du personnel, pour pouvoir faire des réunions comme nous sommes en train de le faire maintenant sur le plan technique. Et puis au niveau vous savez, pour avoir une équipe, nous avons besoin des médecins. Les médecins aussi sont sensibilisés. Il y a des formations qui sont là pour pouvoir donner le maximum d'infos, comment prévenir. Donc, c'est une formation vraiment intensive à ce niveau. Et par rapport au cyclisme, qui est déjà un sport, la plupart des cas individuel, c'est déjà quelque chose, c'était distanciation d'un mètre. Bon, si ça peut être 1 mètre, 2 mètres, c'est déjà quelque chose. Et nous avons vraiment commencé dans ce sens. Nous avons déjà un centre de formation dans le nord du pays, on appelle à Moussanze. Et cette formation, non seulement qui se fait au niveau des joueurs, ça va se faire sous forme en Haïti, comme nous sommes en train de faire cette réunion. Et les joueurs, dans leur façon, et c'est notre rôle en tant que fédération, non seulement de les former dans ce sens, mais encore de les aider à continuer à faire ces entraînements et les compétitions partout où ils sont sur les différentes collines. Donc, tout va bien parce qu'à cause de la fédération déjà, au niveau de la discipline déjà, ça se fait automatiquement, quoi. Et chacun actuellement, je dois vous dire que même actuellement, les joueurs ont commencé déjà à s'entraîner sur les collines parce que le déconfinement, non seulement il est progressif, mais encore là où ils sont, ils peuvent aller venir comme ils veulent, quoi, parce que le cyclisme, c'est pas facile. Alors, nous avons eu du mal à comprendre la fin. Comme M. Valence l'a dit, les infrastructures. Vous dites? Nous avons eu du mal à comprendre la fin de votre propos parce que ça a été légèrement brouillé par la liaison. Oui, je parlais de notre relief. Parce que les joueurs ont déjà commencé à faire leurs entraînements. Ils ont commencé déjà à faire leurs entraînements parce qu'il y a déjà, comme dans tous les pays, il y a un déconfinement progressif. Ils s'entraînent déjà parce qu'ils vont sur les collines, ils vont sur les routes parce que les infrastructures sont là. Et il n'y a pas eu vraiment de cassure en tant que telle parce que non seulement… Donc, ils ont toujours pu s'entraîner. Voilà, tout à fait. Ils ont toujours pu s'entraîner. Kadi Kanouté Tounkara, vous êtes également président du comité d'éducation à l'Agence mondiale antidopage. On évoque parfois qu'il y aurait peut-être un retour de la pandémie dans certains pays, et c'est en lien avec le dopage. Parce que pendant cette période, les sportifs n'ont pas pu être contrôlés, n'ont pas pu subir certains contrôles. Et d'aucuns disent que c'était peut-être une période bénie pour le dopage. Qu'en dites-vous, vous qui êtes au sein justement de la machine antidopage? Alors, déjà, je vais juste rappeler que la majorité d'athlètes ne se dopent pas. Donc ça aussi, c'est une perception que les médias et les affaires courantes peuvent nous donner. Donc la majorité des athlètes ne sont pas dans le sport pour se doper. C'est vraiment une image que l'on a à travers les médias et autres. Ce que je peux dire, c'est que de toute façon, pour ceux qui auraient ça en tête, de toute façon, il n'y a pas de compétition vraiment pour le moment. C'est des on-dit, ce n'est pas justifié. Ce qui est sûr, c'est que tous les programmes de testing s'efforcent de s'adapter aussi à la situation. Il y a des essais, donc, par exemple, aux États-Unis où ils ont essayé de livrer des kits de tests pour les athlètes par la poste. On pense à des perspectives de pouvoir un jour leur livrer par drone pour qu'il n'y ait pas de contact, pour qu'il n'y ait pas tout ça. J'ai envie de dire, pour l'instant, on n'a pas de preuves. Je pense que ce qu'on verra, c'est ce que les résultats des tests donneront après la pandémie. Après, c'est beaucoup de on-dit, mais j'aimerais que, en général, on garde en tête quand même que la plupart des athlètes ne se dopent pas. La prévalence du dopage dans le sport, c'est aux alentours de 10 à 13%. Donc, pour la plupart des athlètes, ce n'est pas un sujet. Pour moi, ce qui est important, c'est d'éduquer les athlètes, c'est de les protéger avec l'éducation, qu'ils puissent comprendre leur moment de vulnérabilité, qu'ils n'aient pas ça comme solution et qu'on puisse avoir un terrain de jeu qui est propre, des compétitions qui sont saines. C'est vraiment ça l'essentiel pour moi. Et c'est le combat de l'AMA, de s'assurer que tous les athlètes puissent vraiment compétir dans des conditions qui sont adéquates. Les tests coûtent énormément cher. C'est plus sain d'investir dans de l'éducation, de prévenir par des valeurs
que les athlètes puissent prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour ce qui est de la situation maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spéculation et on n'a pas vraiment de quelque chose de concret pour prouver ça. En tout cas, merci pour deux choses. La première, c'est de rappeler que la plupart des athlètes sont propres et ne sont pas dopés. Et la deuxième, c'est le travail que vous faites en matière d'éducation auprès des athlètes. Et là, j'en viens à une question qui nous est posée par Moudou Gaïsek, qui parle du sport amateur, parce que là, nous parlons essentiellement du sport de haut niveau. Mais Moudou Gaïsek nous demande si la Covid-19 n'est pas un rappel de la nécessité d'investir davantage dans le sport amateur. Commençons par Président Chérif. Président. Vous me répétez la question? La question, est-ce que la période de la Covid-19 n'est pas un rappel de la nécessité d'investir davantage dans le sport amateur? Oui, sûrement, bien sûr. De toutes les façons, s'il n'y a pas de sport amateur, ici on ne continue pas et on ne renforce pas le développement du sport amateur, je ne vois pas comment on peut avoir un sport de compétition. Parce que le sport de compétition, basiquement, commence par le sport amateur. C'est à travers les amateurs que, après, vous avez des compétiteurs qui arrivent à avoir des performances. Évidemment, il y a beaucoup de talent. Enfin, ça nécessite un talent quelque part, mais on ne peut pas identifier le talent s'il n'y a pas un sport d'amateur, s'il n'y a pas un soutien au niveau des amateurs. Et si aujourd'hui, plus qu'avant, ça c'est une certitude et je pense que tous les sports sont convaincus de cette nécessité. Si vous permettez, j'ai peut-être oublié tout à l'heure de vous dire qu'aujourd'hui, il y a 12 pays africains qui ont repris l'activité au niveau tennistique, donc sur 52 pays. Mais également au niveau de la Confédération africaine de tennis, plusieurs conférences, plusieurs ateliers en ligne pour entraîneurs, pour arbitres, pour officiels ont été organisés par téléconférence et on continue à le faire. Donc, on n'est pas à l'arrêt, mais on essaie de s'adapter au fur et à mesure aux nouvelles conditions. Mais tant que les conditions ne sont pas remplies pour avoir des conditions sanitaires optimum, nous ne voulons prendre aucun risque au niveau des enfants, au niveau des joueurs, au niveau des responsables. Mais avec l'évolution qui se fait dans pas mal de pays, j'espère qu'on sera en mesure d'avancer. Mais au niveau du sport amateur, enfin, au niveau du sport amateur, tout à fait d'accord, je pense qu'il y a un effort supplémentaire. Mais bon, cet effort, bien sûr, reste tributaire des conditions financières du pays et des conditions financières des différentes fédérations nationales et du comité olympique et des différents ministères. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui après la Covid ou avec la Covid pour aller davantage au niveau du sport amateur. Un grand merci, Président. Nous arrivons bientôt, hein, pas encore, donc restez avec nous au terme de cette visioconférence. Avant que Valence nous donne le discours de clôture et sa pensée, sa réflexion sur ce qu'il a entendu, Marie-Agnès, une dernière question. Qu'est-ce que vous espérez sur votre expertise et votre spécialité qui est le cyclisme pour l'avenir? Je croise les doigts pour vous, pour le Rwanda, qu'il décroche en 2025 l'organisation des premiers championnats du monde de cyclisme sur le continent africain. Mais avant 2025, qu'est-ce que vous espérez pour votre fédération, Marie-Agnès? Oui, merci beaucoup. Ce que nous espérons pour notre fédération, d'abord, pour entrer dans ce que M. vient de dire, c'est d'abord, c'est l'accompagnement des jeunes, parce que nous avons beaucoup d'espoir au niveau des jeunes, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il faut commencer par la détection des talents, et cela commence par les écoles. Commencer par les écoles, que ce soit au niveau des jeunes filles et que ce soit au niveau des garçons, et détecter les talents avec le sport, les différents niveaux, que ce soit au niveau des cadets, des juniors, des cadets, des minimes. On va vraiment les détecter. C'est ce que nous avons commencé et à travers avec les différents districts. Et si, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en 2020, c'est dans 5 ans, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir, ces jeunes, nous avons déjà commencé avec ça, pour pouvoir détecter vraiment ces jeunes talents, pour pouvoir les accompagner. Et ça commence par non seulement au niveau du terrain, au niveau du terrain, aller dans les écoles,
pouvoir détecter les jeunes talents qui sont là, parce que si un enfant, un jeune qui gagnera en 2025, il faut faire une certaine projection. S'il doit gagner à 18 ans, actuellement, ça veut dire que l'enfant a 14 ans. Et à quelle classe? Donc, ça demande une certaine préparation sur le plan physique et sur le plan psychologique et aussi sur le plan mental, sur le plan aussi patriotique. Parce que là, il s'agira du drapeau national qui doit monter. Donc, l'amour de la patrie, l'amour du cyclisme, l'amour même de la compétition, l'amour même du sport. Et cela, vraiment, il faut miser. Et comme dit, qu'est-ce que nous espérons, il faut pouvoir d'abord miser sur les jeunes et puis encore continuer à faire ces préparations sur le plan routier, sur le plan, travailler avec le secteur privé, avec les hôtels, travailler avec les médecins, travailler avec les techniciens du sport pour pouvoir vraiment arriver à 2005 tout à fait prêt. Et puis, bon, aussi c'est un travail qui se fait aussi sur le plan diplomatique. Comment pouvoir faire approcher les différentes fédérations, comme vous l'avez dit au départ, pour pouvoir effectivement voter pour le Rwanda pour que nous soyons les organisateurs, et nous l'espérons. Et là, j'en profite déjà pour remercier à ceux qui ont déjà l'espoir au Rwanda pour pouvoir organiser cette compétition mondiale, parce que nous avons déjà ici et là organisé, nous avons fait nos preuves. Quand les différents pays arrivent à venir au Rwanda, ils nous félicitent pour ce qui se passe au niveau du Tour du Rwanda, comme vous le voyez ici. Et donc, pour nous, c'est un grand espoir que nous avons. Nous continuons à nous préparer. Voilà. Je sais qu'elle est très difficile à obtenir, cette chemise. J'ai cherché à l'obtenir. On ne l'a pas attribuée. Donc, j'espère que la prochaine fois que je viendrai au Rwanda, on me l'attribuera, cette chemise. Kadi Kanouté, Tunkara, un dernier mot, peut-être, comment vous voyez l'avenir? Alors, à l'aune justement de toutes vos responsabilités, que ce soit aussi bien à l'Agence mondiale antidopage ou au comité carrière du comité international olympique. Écoutez, moi, je vois que l'éducation est primordiale et je vais insister là-dessus. Je vais vraiment inviter les fédérations, les comités olympiques à ouvrir leurs portes, à ouvrir la porte à l'éducation, parce que c'est vraiment la voie pour aider nos athlètes, pour aider notre sport, parce qu'on voit que l'éducation va contribuer à faire plus de médailles, à faire des personnes plus impliquées dans le sport et dans le futur de notre continent, qui est l'un des plus jeunes, qui est le plus jeune au monde et qui a un avenir incommensurable quand on parle de sport. Donc, j'invite vraiment à aller, c'est gratuit, c'est des ressources qui sont gratuites, qui sont en ligne, en faire profiter nos administrateurs, nos athlètes. C'est le site du CIO, il y a Athlète 365. C'est un site d'apprentissage avec des cours qui sont faits exprès pour les coachs, pour les administrateurs, pour les athlètes. Pour ce qui est de l'ABA, il y a donc le site d'apprentissage en ligne de l'ABA qui est ADEL, qui est disponible. Le contenu est gratuit, il est adaptable à notre culture, à notre contexte. Et puis, voilà, donc j'invite vraiment à faire de l'éducation de nos athlètes, de nos sportifs, de nos administrateurs, de nos encadreurs une priorité. Ça, c'est vraiment mon message. Et je vous remercie vraiment pour ce débat aujourd'hui. Président Chérif, peut-être un mot sur l'avenir, comment l'espérance? Confiant, toujours confiant, mais bon, en essayant de mutualiser nos moyens, parce que c'est pas une fédération, c'est pas un club, c'est pas des clubs seuls, c'est pas une fédération toute seule. C'est en mutualisant nos moyens entre clubs, fédérations, ministères, comité olympique, comité national olympique, comité olympique international et fédération internationale ensemble. Moi, je suis confiant. Il y aura sûrement des pistes pour essayer de rattraper, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps qui était perdu. La place du sport et de la culture, ce sont des places qui ne sont pas à prendre. Ce sont des places qu'il faut défendre, qu'il faut consolider. C'est le présent et l'avenir de notre jeunesse. Donc, on ne doit pas changer de cap. Au contraire, on doit relever les défis, nonobstant cette situation de la COVID-19, et aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup d'attentes et c'est l'avenir de nos pays et de nos continents. Merci, Président. Ce que vous avez dit est fondamental. Le sport et la culture doivent être défendus. Un grand merci. C'est des convictions fortes que je partage avec vous. Donc. Et j'ai pu en juger notamment quand nous nous sommes rencontrés à Roland-Garros lors de la francophonie du tennis. Vous faites un travail admirable avec les fédérations africaines. Le mérite revient à tous les présidents nationaux et avec tous nos amis. C'est un travail
que nous faisons ensemble en équipe dans une convivialité absolument extraordinaire. Et je J'en remercie profite, et j'en profite pour saluer Hicham Amrani à Tunis, qui nous suit et qui, malheureusement, n'a pas posé de questions, mais qui éditorialise. On n'a pas le temps de vous rapporter, mais je le salue. Et je salue également David Claude Kemo Kumbo, qui est l'historien camerounais et qui nous suit aussi et qui est un ami de Sport et Démocratie. Valence, alors, le mot de la fin, après cette heure extrêmement intéressante. Je voulais dire quelque chose, une petite chose. Oui, Marie-Agnès. Oui, et merci beaucoup. Je voudrais dire qu'avec tout ce que nous faisons, on ne peut pas le faire sans qu'il y ait vraiment l'implication des femmes. Il faut que les femmes soient à tous les niveaux, non seulement soient impliquées dans les compétitions, qu'elles soient impliquées aussi au niveau du leadership, qu'elles soient les femmes, on continue à les sensibiliser dans le sens d'occuper des places au niveau des équipes, peut-être des niveaux des équipes, au niveau de l'organisation administrative, au niveau des clubs, au niveau être des présidents, vice-présidents, et diriger les fédérations. Et puis, pourquoi pas, comme chez nous, par exemple, nous avons un ministre des sports, de leur confier des grands postes de responsabilité pour que ces femmes vraiment soient confiantes et montrent leur talent. Marie-Agnès, avez-vous remarqué, qu'en ce qui concerne le panel des conférenciers, et ça c'est une volonté que nous avons eue avec Valence, il y a une parité. Et vous remarquerez que dans tous les panels que nous avons organisés, mis à part le premier, parce qu'une personne nous a fait défaut, il y a une parité. En tout cas, nous y tenons, c'est extrêmement important à ce qu'il y ait une égalité de représentation et montrer effectivement qu'il y ait une parité également au niveau des fonctions. C'est extrêmement important. Valence, nous vous écoutons. Merci à vous. Merci beaucoup, Sylvain. En tout cas, je crois que mes sœurs Agnès et Kadi, elles savent très bien que, surtout ici au Rwanda, nous aimons beaucoup les femmes. C'est pour cela que dans toutes les institutions de prise de décision, il y a toujours des femmes. Sylvain, cette série de webinaires nous montre que le Covid-19, ça reste toujours un défi et ça nous pousse à continuer à réfléchir, à mener des réflexions sur notre sport après le Covid. Parce que nous avons déjà des points faibles. C'est le moment de réfléchir davantage pour pouvoir comment en sortir grand. L'autre chose, c'est que il faut que les comités nationaux olympiques et toutes les fédérations commencent déjà à travailler en étroite collaboration avec les ministères du sport pour que cette réflexion ne soit pas seulement au niveau des comités olympiques ou des fédérations ou des clubs, parce que c'est un problème qui nous concerne tous. L'autre chose, c'est que et je me réfère à la question qui a été posée par Baraga Alexis, qui est président de la Fédération de triathlon, sur la durée, si la pandémie subsiste. Je saisis cette occasion pour dire que, en tout cas pour ceux qui nous concernent ici au Rwanda, depuis que la pandémie est survenue, notre ministère des Sports n'a cessé d'organiser des rencontres avec les présidents de toutes les fédérations du comité olympique pour toujours réfléchir sur la façon de protéger nos athlètes. Et comme le 23 juin, vous savez que c'est la journée olympique, oui. C'est une occasion pour tous les comités olympiques et pour toutes les fédérations, justement de réfléchir sur la façon dont nous, membres du mouvement sportif, membres du mouvement olympique, comment nous pouvons participer à lutter contre cette pandémie. Parce que si cette pandémie persiste, c'est nous qui perdons, c'est nos athlètes qui perdons. Donc, on n'a pas vraiment de choix. Nous devons participer très activement avec les autres personnes, que ce soit du gouvernement ou les membres de la sécurité, pour que cette pandémie soit complètement enrayée, pour que nous puissions reprendre nos activités sportives. Et que dire encore? Peut-être dire que la prochaine fois, nous allons... J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. On va peut-être voir si on peut organiser ce webinaire pendant 1h30 parce que les gens commencent à s'intéresser davantage. Et je remercie beaucoup notre cher président Chérif pour avoir pris le temps de rester avec nous. Je remercie Madame Agnès. Si vous me permettez un petit mot pour me joindre à Madame Marie-Agnès.
Je vous en prie. Pour l'égalité des sexes, parce qu'effectivement, nous sommes très sensibles à cette question. Et je peux vous dire qu'avec la Fédération internationale, la Confédération africaine de tennis se met dans cette situation, d'abord en créant des commissions qui sont présidées par des femmes. Et au niveau de la Fédération internationale, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion pour qu'il y ait un minimum de femmes. Donc, je peux vous dire que dans l'avenir immédiat, c'est-à-dire dans les 2-3 prochaines années, il y aura beaucoup plus de femmes au niveau de la direction tennistique continentale et mondiale. Bravo, c'est un président. engagement que je prends de bon. Bravo, président. Et voilà. Et pour terminer, je voulais dire que je veux rejoindre un peu ce que disait Kadi tout à l'heure sur l'éducation. Il faut vraiment qu'on insiste sur l'éducation aux valeurs sportives et olympiques. Parce que d'ailleurs, nous avons un webinaire ici dans notre langue nationale pour voir comment les valeurs sportives peuvent jouer un rôle dans l'éradication du Covid-19. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur les valeurs parce qu'un sport professionnel, un sport amateur sans valeur sportive, ça n'a pas de sens. Je vous remercie, Sylvain. Un grand merci, Valence. Un grand merci, Valence, et à vous tous, mes amis conférenciers, président Tarek Chérif, le président de la Confédération africaine de tennis, Marie-Agnès Mukazibera, la vice-présidente de la Fédération rwandaise de cyclisme, et Kadi Kanouté Tunkara. Alors là, le titre est très long. Donc, Kadi, elle est présidente du comité éducation. Alors, je suis en train de me mélanger avec tous vos titres. Vous êtes donc président du comité éducation de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Vous êtes membre du comité carrière du comité international olympique et vous avez aussi des fonctions, en tout cas de bienveillance, pour le basket malien qui vous a tant donné. Un grand merci à vous. Je suis désolée, mais je dois représenter les athlètes africains aussi. Je suis membre de la commission. Oui, j'oubliais. De l'ACNOA, avant tout et pour tout. J'oubliais. Pardon, voilà. Un grand merci à vous tous. N'oubliez pas que lundi, entre 15h et 16h de Paris, 13h et 14h, temps universel, nous serons avec un super panel où nous allons parler du sport amateur. Et un grand merci aussi à Seydoussane. Nous allons le remettre dans un des deux autres panels sur les 4 visioconférences que nous avons montées afin qu'il puisse s'exprimer puisqu'il n'a pas pu à un moment nous rejoindre comme il se doit et comme il le faut pour nous parler des choses extrêmement intéressantes qu'il avait à nous dire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Merci, Bye. Sylvain. Au revoir. Voilà.